Au cœur de la province d'Anhui, dans l'est de la Chine, à l'intérieur d'un bâtiment grand comme un hangar d'aviation, une machine trône au centre d'une chambre circulaire et brûle à 150 millions de degrés. C'est 10 fois plus chaud que le noyau du Soleil. Les parois ne touchent jamais le feu. Rien ne touche le feu. Il flotte dans un champ magnétique qui le maintient en place pendant qu'il brûle. Un magnifique cauchemar pour physiciens et ingénieurs. Le défi: construire une machine capable de contenir une étoile, de la maintenir en vie et d'en extraire l'énergie sans qu'elle détruise tout autour. Voici le réacteur EAST, le tokamak supraconducteur avancé expérimental, le soleil artificiel chinois. En 2000, la mobilisation commence aux instituts de sciences physiques de Hefei. Plus de 600 scientifiques et ingénieurs sont réunis. Des centaines d'usines spécialisées partout en Chine sont chargées de fabriquer des pièces qu'aucune industrie n'avait encore jamais produites. La chambre du réacteur elle-même exige des techniques de soudage qui n'existent pas quand le projet est validé. Le compte à rebours commence ici. Nous construisons ce que nous ne savons pas encore construire, et nous apprenons à le construire en le construisant. La machine au centre de tout, c'est un tokamak. Son nom vient d'un acronyme russe qui décrit sa forme, une chambre toroïdale avec des bobines magnétiques. Un anneau métallique creux d'environ 11 mètres de large et 4 mètres de haut, entouré des aimants supraconducteurs les plus puissants jamais réunis dans une seule machine. Cet anneau est la cuve du réacteur. Le plasma, ce gaz surchauffé qui brûle à des températures stellaires, vit à l'intérieur. Les aimants créent la cage invisible qui maintient le plasma à distance des parois. Sans cette cage magnétique, le plasma toucherait la paroi en une fraction de seconde et sa température chuterait aussitôt de 150 millions de degrés à presque zéro. La réaction s'arrêterait, l'étoile s'éteindrait. Construire la cuve impose de souder des plaques d'acier inoxydables avec des tolérances de l'ordre de fractions de millimètres sur une surface courbe large de 11 mètres. La dilatation thermique déforme le métal pendant le soudage. Chaque séquence est pensée pour limiter ces déformations, en alternant les apports de chaleur sur toute la circonférence. Des équipes de soudeurs travaillent en même temps à plusieurs endroits, selon un enchaînement réglé au millimètre, pour que la chaleur ajoutée d'un côté soit compensée par la contraction là où le soudage vient de finir quelques instants plus tôt. Une fois terminée, la cuve doit maintenir un vide 10 fois plus poussé que celui de l'espace. Une seule microporosité dans une seule soudure suffit à détruire ce vide. Chaque soudure est contrôlée par rayon X et ultrasons avant que la suivante commence. La faiblesse n'a pas sa place. Les bobines supraconductrices qui entourent la cuve sont les pièces les plus exigeantes de la machine. La supraconductivité impose de refroidir leur conducteur à moins 269 degrés Celsius, soit à 4 degrés seulement du zéro absolu, la température la plus basse atteignable dans la nature. À cette température, la résistance électrique tombe à zéro. Le courant circule sans perte. Le champ magnétique produit est plus puissant que celui de n'importe quel électroaimant fonctionnant à température ambiante. Les conducteurs sont faits de fils d'alliage niobium-titane, chacun plus fin qu'un cheveu, torsadé en câble, mis en forme selon la section rectangulaire de la bobine, puis enfermé dans une gaine d'acier inoxydable qui contient le circuit de refroidissement à l'hélium liquide. Les bobines sont assemblées en salle blanche, sous température contrôlée, dans un air filtré, pour éliminer les particules capables de contaminer les surfaces supraconductrices. Une seule contamination peut dégrader définitivement les performances d'une bobine. Chaque bobine est testée à courant maximal avant son installation. Le système cryogénique qui maintient les aimants à leur température de fonctionnement est à lui seul un immense chantier d'ingénierie. De l'hélium liquide, à 4 degrés au-dessus du zéro absolu, doit circuler en continu dans le réseau des bobines. Il est refroidi dans une installation dédiée, grâce à un procédé frigorifique à plusieurs étages qui part de la température ambiante et descend palier par palier au moyen d'échangeurs thermiques et de phases de détente. Cette centrale cryogénique consomme plus d'électricité qu'une petite ville. Les conduites qui amènent l'hélium froid jusqu'aux aimants sont isolées par une enveloppe sous vide qui empêche la chaleur ambiante d'atteindre le fluide. Là où ces conduites traversent des structures, des soufflets flexibles absorbent la dilatation et la contraction thermique sans transmettre d'effort au réseau. En refroidissant de la température ambiante à sa température de service, le fluide se contracte de façon mesurable. Tout le système cryogénique est conçu pour encaisser ces variations dimensionnelles. La machine est construite par modules, assemblés dans l'ordre. La moitié basse de la cuve est posée d'abord sur une base rigide qui portera tout le poids de l'ensemble et les forces générées par les aimants en fonctionnement. Les bobines magnétiques sont descendues autour de cette moitié basse, une par une. Chacune pèse plusieurs tonnes et doit être placée avec une précision millimétrique par rapport à l'axe central de la cuve. Un système de suivi laser, avec des cibles fixées sur la cuve et sur les gabarits des bobines,
mesure la position de chaque bobine en 3 dimensions pendant sa descente. Le grutier ajuste la position d'après les relevés laser. La bobine atteint sa place finale et est boulonnée à la structure de support. Puis la suivante arrive, puis la moitié haute de la cuve est descendue sur la moitié basse. Les 2 moitiés sont soudées ensemble au joint du plan médian, tandis que la structure inférieure achevée maintient tout en place par en dessous. Les systèmes de chauffage du plasma sont installés dans des ouvertures qui traversent la paroi de la cuve. Les injecteurs de faisceaux neutres y envoient des jets de particules à haute énergie dans le plasma, lui apportant l'énergie qui élève sa température. Les systèmes de chauffage par radiofréquence diffusent les ondes électromagnétiques à des fréquences couplées à la résonance naturelle du plasma, poussant les ions vers des énergies plus élevées. Ensemble, ces méthodes font passer le plasma de sa température initiale à l'amorçage à la température visée de 150 millions de degrés en quelques secondes. À 150 millions de degrés, les isotopes de l'hydrogène du plasma commencent à fusionner. Les noyaux de deutérium et de tritium se percutent et s'unissent. La réaction produit de l'hélium et libère un neutron de haute énergie. Ce neutron emporte l'énergie de fusion hors du plasma vers la structure autour, où elle peut être récupérée sous forme de chaleur. Voilà le principe. Voilà ce que la machine est faite pour prouver. L'obstacle critique surgit lors des premiers essais de plasma à champ magnétique élevé. Au milieu d'une décharge de plasma maintenue, un arc électrique se forme dans l'alimentation qui fournit l'une des bobines de champ poloïdal. Le défaut injecte de l'énergie dans la bobine plus vite que le système de protection contre la transition résistive ne peut réagir. La bobine chauffe au-delà de sa température de transition supraconductrice. D'un coup, elle ne l'est plus. La résistance réapparaît. L'énergie magnétique stockée commence à se transformer en chaleur dans le conducteur. On a quelques millisecondes pour décharger cette énergie dans les résistances externes avant que la température du conducteur n'atteigne un niveau qui endommage l'isolant. Le système de protection se déclenche, l'énergie part dans les résistances. La température de la bobine atteint son pic, puis commence à redescendre. Le plasma s'éteint à mesure que le champ magnétique s'effondre. La décharge est perdue, mais la bobine survit. Le système de protection a fonctionné exactement comme prévu. La décharge est terminée, mais rien n'est cassé. Applaudissements. Le réacteur Est détient le record de la décharge de plasma soutenue la plus longue à la plus haute température de plasma jamais atteinte. En janvier 2022, le réacteur a maintenu un plasma à 120 millions de degrés pendant plus de 1000 secondes. 17 minutes de feu stellaire artificiel, tenu dans une bouteille magnétique, sans consommer de combustible qui laisse du carbone dans l'atmosphère, sans produire de déchets radioactifs à longue durée de vie, contenu dans une chambre de la taille d'un petit bâtiment, dans un centre de recherche de la province de la Nuit. Les machines qui tireront une électricité exploitable des réactions de fusion n'existent pas encore. Elles sont en cours de conception par des équipes qui travaillent à partir des données produites par EAST. Ce réacteur n'est pas une centrale, c'est la preuve qu'une centrale est physiquement possible. Des scientifiques et des ingénieurs de 30 pays construisent ou préparent aujourd'hui des réacteurs tokamaks fondés sur les techniques mises au point à EAST et dans d'autres centres de recherche sur la fusion à travers le monde. Les données tirées de 1000 secondes de plasma à 120 millions de degrés seront analysées pendant des années. Chaque mesure apprend aux concepteurs de la génération suivante quelque chose qu'ils ne pouvaient pas déduire de la théorie seule. Une étoile qui brûle 17 minutes dans la nuit laisse derrière elle des informations qui raccourcissent le chemin vers la machine qui brûlera à 17 ans. Si des projets comme celui-ci vous passionnent, abonnez-vous pour ne rien rater de ce qu'on traitera ensuite. Laissez un commentaire et dites-nous depuis quel coin du monde vous regardez. Les systèmes de diagnostic qui mesurent le plasma pendant une décharge sont les instruments les plus sensibles jamais installés dans un même site. Des centaines de capteurs sont placés sur la paroi interne de la cuve à vide et mesurent la température, la densité, la pression et la position du plasma 10 000 fois par seconde. Ces mesures doivent être faites sans perturber le plasma. Beaucoup de capteurs fonctionnent en détectant la lumière et le rayonnement émis par le plasma, puis en analysant leur spectre et leur intensité pour déduire les conditions physiques internes. D'autres détectent les champs magnétiques produits par les courants du plasma. Les données de tous les capteurs arrivent en même temps vers un système de contrôle qui s'en sert pour ajuster en temps réel la puissance de chauffage, la configuration du champ magnétique et la position de la frontière du plasma pendant la décharge. Le système de contrôle effectue des milliers d'ajustements par seconde. Le plasma réagit à chacun en quelques millisecondes. La décharge n'est pas un événement passif, observé de l'extérieur. C'est un processus actif, piloté en continu par un système qui lit le plasma et réagit plus vite qu'aucun opérateur humain ne pourrait le faire. Le vide, à l'intérieur de la cuve du réacteur, doit être maintenu à une pression plus basse que celle de l'espace interstellaire.
Toute molécule de gaz encore présente dans la cuve, au début de la décharge, sera ionisée par le plasma, le contaminera, le refroidira et mettra fin trop tôt à la décharge. La cuve est pompée pendant plusieurs jours avant le début de chaque campagne expérimentale. Des pompes turbomoléculaires et cryogéniques travaillent en série pour retirer le gaz, molécule après molécule, de l'intérieur de la cuve. Les parois sont chauffées à haute température pendant des jours avant le pompage, afin de chasser les molécules de gaz absorbées hors de la surface métallique vers le vide, où les pompes peuvent les extraire. Ce procédé s'appelle le conditionnement de la cuve. Une cuve bien conditionnée garde son vide plus longtemps et produit des plasmas plus propres et plus chauds. L'équipe d'East a passé des années à apprendre à conditionner la cuve jusqu'au point où elle peut tenir des décharges qu'aucun tokamak antérieur n'aurait pu soutenir. Le bâtiment du tokamak qui abrite East était conçu pour isoler la machine des vibrations du sol. Sous la machine, la base est un énorme bloc d'inertie en béton armé, posé sur des appuis antivibratiles, qui la découplent des mouvements du bâtiment autour et du terrain en dessous. Sinon, le passage de poids lourd sur la route extérieure transmettrait des vibrations par le sol jusqu'à la chambre et perturberait la position du plasma de quelques fractions de millimètres. Or, ces fractions comptent quand il faut maintenir le plasma à quelques centimètres seulement de la paroi, à température de fonctionnement. Le système d'isolation réduit de plus de 100 fois la transmission des vibrations extérieures à la machine. La machine reste pratiquement immobile, même quand le monde dehors bouge. Le combustible du plasma, c'est le deutérium, un isotope naturel de l'hydrogène qui représente environ un atome sur 6000 dans l'eau ordinaire. Le deutérium contenu dans un litre d'eau de mer renferme assez de combustible de fusion pour produire l'équivalent énergétique de 300 litres de pétrole brut. Le combustible est injecté dans le plasma par des vannes de gaz placées dans la paroi de la chambre, qui envoient un peu des bouffées de deutérium selon des impulsions minutées avec précision par le système de contrôle du plasma. La quantité injectée à chaque impulsion est minuscule. Le plasma ne contient que quelques grammes de combustible à un instant donné. Au stade actuel de la recherche, le taux de réaction reste très loin de ce qu'il faudrait pour obtenir une production nette d'énergie. EST ne produit donc pas encore d'énergie nette. Il montre que les conditions de plasma nécessaires à cette production sont physiquement possibles et techniquement maîtrisables. Chaque seconde de plasma stable à 150 millions de degrés apporte des données qui rapprochent la machine à énergie nette. Voici le réacteur EAST, une machine qui crée des conditions qu'on ne trouve nulle part ailleurs sur Terre. Une étoile qui vit quelques secondes, puis quelques minutes, puis un jour, les heures et les jours qu'exigeront les centrales qui viendront après elle. Construite dans la nuit, observée par 30 nations, brûlant à 150 millions de degrés. Un prodige d'ingénierie dans une bouteille magnétique. Les neutrons qui emportent l'énergie de fusion hors du plasma posent un défi d'ingénierie à long terme qu'EAST est aussi conçu pour étudier. Les neutrons de fusion à haute énergie traversent tout. Ils passent à travers les composants face au plasma sur la paroi de la chambre, à travers l'acier de la chambre elle-même, à travers les bobines magnétiques, puis jusque dans le blindage biologique autour qui protège le personnel à l'extérieur. En traversant les matériaux de structure, ils arrachent des atomes à leur position dans le réseau cristallin et accumulent des dommages qui modifient peu à peu les propriétés mécaniques du matériau. L'acier devient plus dur et plus cassant. Ces changements ne se voient même pas en surface. Ils s'accumulent invisiblement dans la structure atomique du métal au fil des années d'exposition aux neutrons. Les scientifiques des matériaux étudient des échantillons de parois prélevés lors des maintenances prévues, en analysant l'évolution de la microstructure et des propriétés mécaniques pour comprendre comment vieilliront, sur des décennies de service, les matériaux d'une centrale de fusion à grande échelle. Leurs résultats guident le choix des matériaux pour la génération suivante de machines, où les flux de neutrons seront bien plus élevés que dans EAST, et où les dégâts cumulés s'accumuleront plus vite. Le champ magnétique qui confine le plasma dans EAST atteint des intensités qui détruiraient en quelques secondes des bobines d'électroaimants classiques en cuivre par échauffement résistif. Les bobines supraconductrices transportent le courant sans résistance et sans produire de chaleur. Mais, à ces niveaux de champ, les forces entre bobines sont énormes. Elles s'attirent et se repoussent à la fois, et la force résultante tend à faire s'effondrer le système magnétique vers l'axe du plasma. Le système de support qui maintient les bobines contre ces efforts est conçu dans le même acier inoxydable que la chambre, usiné avec des tolérances permettant la contraction thermique entre la température ambiante et la température de service, sans coincer ni décaler les positions des bobines. Chaque élément de structure est analysé pour la combinaison de forces magnétiques, de contraintes thermiques et de charges gravitaires qu'il subira en fonctionnement. Les marges de sécurité des éléments de structure sont prudentes. La machine fonctionnera pendant des décennies.
L'énergie de fusion est la seule source d'énergie qui utilise un combustible présent partout, ne produit pas de carbone, ne laisse pas de déchets radioactifs à très longue durée de vie et ne peut pas s'emballer. Le plasma s'éteint dès qu'on retire le chauffage externe. Il n'y a aucune réaction en chaîne à contrôler. Il n'y a aucun matériau fissile stocké qui pourrait être relâché lors d'un accident. Son exploitation demande une sophistication technique immense, mais sa physique est sûre par nature. East prouve qu'on peut allumer, contrôler et maintenir le plasma. Les ingénieurs qui étudient ces données construisent les machines qui prouveront qu'il peut alimenter des villes. La première brûle dans la nuit. Celles qui alimenteront le monde viendront ensuite.